Monsieur Santimi, je vous vois à côté de Maman Landou. Vous, en tant que représentant de CLD en Belgique, est-ce que vous pouvez nous expliquer la présence de Maman Landou aujourd'hui ici? Bien, merci Tchèque. Je suis venu voir la présidente du CLD, Congo Pax, qui est de retour de Kinshasa, où il a été réanimé des activités de la base. Et nous avons voulu faire le point avec elle sur la situation qui prévaut pour le parti là-bas. Et je crois que je ne vous en dirai pas plus. Elle-même est là, vous pourrez lui poser des questions. Elle sera à même de vous donner des réponses auxquelles vous vous attendez. Madame Marie-Thérèse Landou, présidente du CLD de Congo Pax, vous revenez du Congo. Quelles ont été vos premières impressions à la descente d'avion et puis durant votre parcours entre l'aéroport et votre domicile? Cheikh, merci pour la question. Mes impressions, je pourrais dire que c'était la grande tristesse. En quittant l'aéroport jusqu'à la maison, c'est la même route que j'ai laissée avec des trous jusqu'à la maison. Je ne vois pas ce qui avait changé. Ça fait 4 ans que j'ai quitté le Congo. C'était la grande tristesse parce que j'ai appris que dans la ville de Kinshasa, il y a eu des travaux, les routes ont été faites, mais de l'aéroport jusque chez moi, à Mongafula, aucune route n'a été faite. C'est des trous. Et vous avez vécu à Kinshasa durant pratiquement 2-3 semaines. Vous avez été en contact avec la population. Comment avez-vous perçu la vie quotidienne de nos compatriotes sur un certain nombre de points? Électricité, eau, nourriture, transport, santé, emploi, sécurité et même la coloration des médias. Merci encore pour cette question. En fait, j'aurais pu faire 3 semaines, mais j'ai fait 2 semaines. J'ai quitté Kinshasa précipitamment parce qu'on voulait attenter à ma vie. J'ai dû quitter Kinshasa. En arrivant, ce que j'ai constaté, il n'y a pas d'eau. Moi-même, j'habite une zone, je suis dans la commune de Mongafula, il n'y a pas d'eau. Chaque matin ou très tôt, vers 1 h du matin, il faut aller chercher de l'eau, quelque part. Et l'eau, nous avons appris à l'école que l'eau doit être insipide, limpide, inodore, incolore. Mais l'eau de Kinshasa, elle est colorante, elle est assez à peu près, elle est grise, elle est odorante, donc elle sent mauvais, de façon générale, elle sent mauvais. Et quand l'eau sort du robinet, il y a parfois des dépôts de boue que vous avez dans le seau. Donc normalement l'eau n'est pas propre à la consommation. C'est une eau qui normalement devait être interdite de boire, normalement dans des pays développés. Cette eau-là ne peut pas être bue. Et même, je voudrais ajouter par rapport à l'eau, c'est un grand chapitre ceci. Je n'ai pas osé prendre cette eau pour brosser mes dents. J'ai toujours brossé mes dents avec de l'eau achetée, donc l'eau de bouteille, qui coûte à peu près $1 ou $1,50. Donc c'est des dépenses supplémentaires pour la vie là-bas. Pendant que là-bas les gens sont pauvres, ils doivent encore acheter de l'eau pour brosser leurs dents. Boire, n'en parlons pas, je n'ai pas bu cette eau-là. C'est de l'eau achetée venant de l'Europe. Et ça, c'est une situation qui est insupportable en ce qui concerne l'eau. Donc il n'y a pas d'eau dans les maisons, de façon générale. L'électricité, il y a eu un beau, c'était je pourrais dire, un mot très beau là, ça s'appelle le délestage, je ne sais pas si vous connaissez. Il n'y a pas d'électricité toute la journée. Parfois, il n'y en a même pas pendant 2 jours, parfois 3 jours. Et quand ça vient, elle n'est pas constante. Parfois, elle est forte, très forte, et ça abîme les appareils. Ou elle est trop faible, aussi, elle abîme les appareils. Donc, vous ne pouvez pas faire un programme avec l'électricité là-bas. Et c'est la capitale du Congo. Donc, c'est aussi une grande tristesse de voir un tel phénomène. Alors que je sais, Congo-Brazza avait eu à payer 32 millions de dollars pour une facture d'électricité qui venait du Congo. Ils ont bouffé ça. Ils ont utilisé cet argent. Pour moi, il devait être poursuivi par rapport à cet attentat contre la population, parce que si on avait cet argent de 34 millions ou 32 millions, si j'ai bonne mémoire, on allait faire tous les travaux. Et le quinoa, vous trouvez qu'il mangeait à sa faim quand vous étiez là? La nourriture n'est pas suffisante. D'abord, elle coûte trop cher. Et là,
il a coûté cher même pour moi-même. Je donne un exemple. Par exemple, prenez seulement par exemple, les pamplemousses. Vous les avez à 1000 francs. 1000 francs, c'est à peu près $1, $1,5. $1,5 à peu près. Alors, qu'est-ce que le ménage ont entre leurs mains? Ils n'ont rien, pratiquement, puisque les gens meurent de faim. Une chikwang, une très bonne chikwang, vous l'avez, celle qui vient du Bas-Congo, je l'ai achetée à 1500. Une chikwang que 3 personnes peuvent manger. 1500, à peu près $1,5, bien $2 à peu près. Et il est rare de voir une famille avec 10 000 francs par semaine. C'est très difficile. Alors, beaucoup de gens ont maigri. Les enfants tombent malades parce qu'ils ne mangent pas assez. Et l'eau est mauvaise. Conclusion, à Kinshasa, il y a du choléra. Vous avez suivi ça. Et quand je suis arrivé, on parlait de 82 morts de choléra. Et le choléra s'est déclaré dans la zone de Maluku, à Massina et à Kingasani surtout, dans ce coin-là où il n'y a pas d'eau, où la nourriture est souvent sale. Alors, la nourriture, elle est vendue à même le sol. Vous achetez des pondous à même le sol, tout presque à même le sol, rares sont les produits qui sont sur la table, et il y a je pourrais dire, il y a absence d'hygiène. J'étais par exemple au marché de Selemba. J'ai vu un homme ramasser de l'argent. Par table, c'est 300 francs congolais, par table, chaque jour. Et lui m'avait dit que dans son secteur, il y avait 350 commerçants. Donc 300 fois 350 par jour pour un pavillon. Multiplié par 12 pavillons. Je ne suis pas très forte en calcul, faites le calcul. Combien on a par jour? Et multiplié par 30, comment on a par jour? Et où va cet argent? Un point d'interrogation. Ça, c'est seulement pour le marché de Selemba, qui n'est pas un grand marché. Alors, c'est le même prix pour tous les marchés. Maintenant, il faut compter les pavillons, il faut compter le nombre de commerçants pour toute la ville. C'est des millions en dollars qu'on produit à Kinshasa, mais où va cet argent? Point d'interrogation. Madame Landoué, à propos du transport à Kinshasa. Ça, c'est une autre grande tristesse. Les transports ne marchent pas à Kinshasa. C'est un secteur laissé à l'abandon par l'État et ce sont des privés qui font les transports, principalement la diaspora qui envoie des bus là-bas. Alors j'ai vu des bus peints en jaune et en bleu. Et c'est ceux-là qui font les transports. Alors ce bus-là, en fait, pour la plupart, c'est des bus pour le transport de marchandises et d'autres peut-être pour le transport de personnes. Mais dans ces petits bus-là, vous avez des images, il y a 24 personnes là-dedans. Et d'abord, 24 personnes, c'est trop pour un bus. C'est trop. C'est trop pour un bus. Et un tel déplacement est très dangereux. Parce que si accident, ça fera 24 personnes qui seront mortes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que dans ce bus, bien que c'est petit, il y a 24 personnes. Oui, les receveurs. La porte n'est pas fermée, parce que j'ai pris moi-même ce bus-là. Il ne ferme pas la porte, il est accroché à la porte et il passe d'un arrêt à un autre. Par exemple, on va à Ngaba, il dit Ngaba. Donc, celui qui va à Ngaba, en cours de route, il s'arrête pour prendre celui qui va à Ngaba. Alors, le transport, je pourrais dire de Mongafula arrêt armé jusqu'à Ngaba, c'est 200 francs. 200 francs. Et des Ngaba jusqu'à rond-point Yolo Nord, Yolo, je crois qu'on appelle ça Yolo, c'est 350. Alors, pratiquement pour aller en ville, aller-retour, vous payez 1500 francs. Et très peu ont cet argent. Très peu. Donc, les transports, c'est vraiment un casse-tête, une souffrance pour notre population. Et en plus de cela, si vous voulez arriver en ville à temps, il faut partir peut-être à 6 h du matin. À partir de 9h30, 10h, tous ces bus-là, que vous avez, tous ces bus, vont en ville et il y a embouteillage. Ils pouvaient faire 4 heures de temps pour aller en ville à partir de 9h, 10h.
Et le bus n'avance pas vite, c'est très très lent. Ça, je n'ai pas laissé quand j'ai quitté la ville en 2004. Donc, il n'y a plus de routes. De ce côté-là, les routes ne sont pas faites. Parce qu'en fait, c'est la population qui va réclamer que les routes soient faites. Il y a des trous. Donc, les gens quittent à gauche, ils vont à droite. Et selon qu'il y a des trous, ils sont à gauche ou à droite. Donc, nous sommes, je crois, au Moyen-Âge en ce qui concerne le transport. Donc, l'État n'est pas là. Mais l'État est là pour les taxes. L'État est là. J'ai vu la police réglementer la circulation, mais cette police souffre parce que c'est très très difficile pour réglementer la situation des transports à Kinshasa. Et vous est arrivé d'être malade ou d'aller rendre visite aux malades? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la santé à Kinshasa quand vous étiez là? J'avais des gens malades, je devais aller leur rendre visite. Comme moi-même j'étais sans transport, ça a été très difficile. Mais ceux qui me décrivent la situation et que d'abord il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, il faut avoir beaucoup d'argent pour se faire soigner et beaucoup préfèrent se faire soigner à la maison parce que c'est plus propre. Les hôpitaux ne sont pas propres non plus. Donc nous devons vraiment penser aux hôpitaux, penser aux écoles des enfants, penser à toute la situation sociale du pays pour que le pays sorte du gouffre où il se trouve. La situation est catastrophique. Il ne faut pas tomber malade, parce que déjà, je vous dis, je vous parle de choléra, il y a des gens qui ont attrapé cette maladie. Et c'est une maladie qui tire sa source de la saleté. Kinshasa, c'est la ville, on l'a déjà dit, la plus sale du monde. Nous manquons de main pour nettoyer la ville. Nous avons un gouvernement, mais qui ne fait pas son travail. Il est là pourquoi? Et le matin, quand vous vous leviez, vous voyez des gens aller travailler ou bien les gens se débrouillent? Qu'en est-il de l'emploi à Kinshasa? Moi, je fais la réflexion sur l'emploi. Je me suis dit peut-être qu'il y a 1% de la population qui travaille, vraiment, un bon travail peut-être. Mais le reste, de 99%, les gens se débrouillent. J'ai vu des mamans sortir des champs avec du pondo sur la tête ou bien des légumes sur la tête. Et ce sont des femmes qui travaillent pour nourrir la famille, c'est ce que j'ai vu. Et souvent les hommes sont chez eux, ils sont enterrés chez eux, ils attendent que les femmes reviennent avec de la nourriture ou bien avec de l'argent qu'ils auront obtenu après avoir vendu quelque chose. La vie n'est plus une vie d'un être humain. Ça doit changer, ça doit changer. Je ne sais pas comment est-ce que nous traînons pour que les choses changent. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment est-ce que notre peuple est en train de s'asseoir face à une telle misère, agressive encore? Les moustiques, n'en parlons pas. J'ai été piqué par des moustiques, j'ai acheté des médicaments, et combien peuvent acheter des médicaments? Et parlons maintenant de la sécurité des biens et des personnes. Qu'avez-vous remarqué? On peut dormir tranquillement, il n'y a plus de coups de feu qu'on entend, il n'y a plus d'agression. Et concrètement, est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez aider comme exemple pour nos lecteurs? Les coups de feu continuent, ça dépend des quartiers. Et quand moi j'arrive, on me raconte l'histoire d'une femme, parce qu'il faut les lier aussi au Koulouna. La journée sont des Koulouna. Il y a une femme à côté de la foire. Elle avait son argent, elle venait du marché, elle a son argent. Et puis elle voit des jeunes gens, il y a même des enfants de 13 ans qui font ça. On lui arrache l'argent. Une femme enceinte, elle se met à courir après ces voleurs. Qu'est-ce qui arrive? Les voleurs l'attendent, on l'encercle. Il est tapé, et puis quelqu'un prend un couteau et l'ouvre le ventre. Cette femme était enceinte de jumeaux. Les jumeaux sont sortis, elle est morte. Alors ce n'est pas le seul cas, et c'est beaucoup de cas comme ça, et tout le monde peut être victime. J'ai ma propre soeur qui a échappé au Koulouna, elle conduisait. Elle a été entourée par des Koulouna, avec des machettes, et heureusement qu'elle avait de l'argent. Elle a sorti l'argent, elle l'a jeté, alors ils se sont dirigés vers l'argent. La situation sécuritaire, que ce soit la journée ou la nuit, c'est une situation catastrophique. Il n'y a aucune sécurité, peut-être pour ceux qui gouvernent, qui ont des gardes-corps, qui ont des véhicules et tout ça, mais pour la population, il n'y a aucune sécurité pour personne. Et ça, ceux qui ont été à Kinshasa, ou ceux qui y vivent, quand ils m'entendront, ils diront, oui, c'est vrai. Bien. Bientôt les élections. Quel climat politique prévaut à Kinshasa ou a-t-il prévalu à Kinshasa lors de votre séjour? Le climat est très tendu. Un climat politique très tendu.
Le premier problème que j'ai eu à rencontrer, ce sont des fraudes. Il y a eu des enrôlés, mais il y a eu beaucoup de fraudes aussi à travers toute la République. Des enfants se sont fait enrôler, ça tout le monde le sait. Non seulement ça, il y a des gens qui se sont enrôlés 2, 3, 4 fois. J'ai appris que sur place, les gens de la majorité présidentielle, qui sont-ils, je ne sais pas, ils ont commencé à acheter des cartes, les numéros de cartes d'électeurs, contre 10 $, 20 $, ainsi de suite, c'est ce que j'ai appris. Cela signifie qu'à l'élection présidentielle, surtout, ces numéros sont déjà des numéros, je pourrais dire, qui ont déjà voté. Alors on peut faire même les dépouillements, comme c'est déjà inscrit, comme ils ont déjà voté, ça paraîtra comme étant normal, alors que c'est une fraude. La loi électorale elle-même, c'est une fraude pour moi. Je dirais, qu'est-ce qu'il y a dans la loi électorale que je considère comme étant une fraude? Nous n'allons plus continuer, mes chers compatriotes, à passer d'une situation difficile à une autre. Parce qu'il y a un gouvernement qui veut rester là-bas et soutenu par l'extérieur. Non! Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à ces gouvernements. Non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Et en quittant, moi j'ai quitté le 3 août. Le 4 août devait être le jour du dépôt pour le candidat présidentiel et les candidats à la députation nationale. Mais la loi, l'annexe à la loi électorale n'est pas sortie. Donc l'annexe qui devrait définir les circonscriptions électorales et le nombre de voix pour qu'un député soit élu député. Ce n'est pas sorti. Apparemment, ce n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une autre information. Donc ce n'est pas sorti, ça signifie que ça sera très difficile qu'il y ait élection dans les délais souhaités par la CENI. Comment est-ce que pendant 4 ans on n'a pas pu faire cela? Et puis il y a un autre problème que l'enrôlement couvre. Comment est-ce qu'un pays ne peut-il pas faire le recensement normal? La carte d'électeur est en même temps une carte d'identité. Pour ceux qui vont s'enrôler et pour ceux qui n'ont pas l'âge, est-ce qu'ils n'ont pas droit à la carte d'identité? Puisque c'est une carte d'identité qui s'appelle carte d'électeur. Et ceux qui ne savent pas se déplacer comme les vieilles personnes, pourquoi est-ce qu'ils doivent manquer la carte d'identité? Parce que c'est une carte qui vaut pour tout le monde. Donc il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. On a enrôlé qui? Qu'est-ce qu'on a enrôlé? Nous ne savons pas si ce sont des Congolais, si ce sont des étrangers. Puisqu'en 2006, il y a eu des étrangers enrôlés et qui ont voté pour qui vous connaissez. La situation du pays est grave. Je n'invente rien et je n'exagère pas. Bien, vous êtes une femme politique, vous avez eu sûrement des contacts politiques, vous avez mené des activités politiques. Est-ce que nos lecteurs peuvent savoir ce que vous avez fait politiquement comme action durant votre séjour à Kinshasa? Je suis parti à Kinshasa en partie pour relever le Congo Pax, qui est notre parti. Et pour que j'ai été arrêté, vous vous rappellerez, j'ai été arrêté en 2006, j'ai été acquitté en 2007. Le parti est entré en clandestinité. Je vais raconter l'histoire d'une personne sur place. Quelqu'un, une maman voit un membre du Congo Pax, il dit, mais kasi yo zali mutama malando. Na komono na bakart na t-shirt Congo Pax. Boni lelo la tite. Te mama tika nga makamona. Tika na boy makam. Nga na ibe mama na te. Voilà, des choses comme ça se sont passées. Mais j'ai dit aux membres du Congo Pax que je ne vous en veux pas. Au contraire, je comprends la situation. Mais maintenant, vous devez sortir de l'eau. Vous devez sortir de la clandestinité. Je suis venu pour ça. Vous devez reprendre les activités, comme dans le temps, et montrer votre tête. Parce que vous m'avez appelé. Je suis parti à l'invitation de la base. La base voulait savoir quel est le message à avoir en cette année hautement politique et électorale. Je suis parti pour leur donner les messages. J'en parlerai tout à l'heure. Et j'ai estimé que notre parti existe, mais il est toujours en clandestinité. Avec mon arrivée, les partis sortaient de la clandestinité. Un nouveau comité a été mis sur place et il peut exercer des activités politiques sans moi. Et cela est possible aujourd'hui. Alors, je suis parti à l'appel de la base, principalement de la jeunesse. Le 30 juillet, j'ai rencontré la jeunesse de notre parti qui est venue me dire bien sûr bienvenue. Et j'ai répondu aux questions-réponses. Alors là, les messages que je laissais là-bas sur place,
qu'est-ce que je pense des élections? Est-ce qu'elles seront apaisées? Je dis que les élections ne seront pas apaisées avec le président sortant comme candidat. Le premier message. Alors, si on veut qu'il y ait élection apaisée, je demande au président sortant de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Comme ça, l'élection sera apaisée. Mais en contrepartie, puisque c'est un militaire tel que nous le voyons, qu'il pose un acte de bravoure qui consiste à ne pas se présenter, mais en contrepartie, c'est mettre en position de garant pour garantir les élections apaisées. C'était un de mes messages, certainement, qui a fait fâcher le monsieur. Une autre question qui a été posée, c'était les 5 chantiers. Qu'est-ce que j'ai constaté? Je dis, moi, je n'ai rien constaté. Je suis parti en ville, j'ai vu des villes de routes agrandies, principalement le boulevard du 30 juin, qui n'est plus un boulevard maintenant, c'était un grand espace, où il n'y a pas de feu rouge pour protéger la population, où il n'y a pas de finissage. J'ai dit que pour moi, ces travaux, et à la Gombe, c'est souvent pour les expatriés d'ailleurs, c'est pas pour la population, mais pour moi, cela signifie que ce sont des travaux normaux d'une ville. C'est pas extraordinaire. Alors, si lui doit faire des travaux dans la ville, que fait le gouvernement? Puisqu'il y a une loi, il y a la Constitution qui donne des pouvoirs au président et des pouvoirs au gouvernement. Les travaux, l'exécution des travaux publics, ce n'est pas le président de la République. Donc, on a le taux inversé. Et pour moi, c'est quelque part, c'est une trahison. C'est une violation de la loi, de la Constitution. C'est très grave. On ne peut pas vivre comme ça. Le président ne doit pas être ordonnateur de crédit. Quand il est venu à pied. Hein. Il est venu pieds nus. Il devient tout à coup un homme très très riche qui peut donner 10 millions à la MIBA. D'où vient cet argent? Donc, il n'y a rien qui marche de cet no man's land. C'est tout ce que je peux dire, c'est ça. Pour ce qui concerne les travaux. Et il ne faudra pas que j'oublie, j'avais parlé d'une fraude dans la loi électorale. En lisant la nouvelle loi électorale, ils sont revenus sur la même durée de la campagne, 1 mois. Avec combien d'avions il faut avoir pour faire le tour du Congo en 1 mois en tant que candidat? Pour moi, une élection qui peut valoir la peine doit avoir au minimum 1 an pour les candidats présidentiels. Parce que nous avons un territoire de 2 345 000 km² et ce n'est pas pour 1 mois qu'on peut parcourir. Donc c'est une fraude pour moi qui doit être dénoncée. Je l'ai dénoncée depuis 2006. Je continue à dénoncer cette fraude. C'est pourquoi je dis, nous disons, nous, au niveau du CLD, comme au niveau des Congo-Pax, les élections, nous les aimons, nous les voulons. Il faut une élection pour que quelqu'un accède au pouvoir. Mais nous avons dit, avec ce que nous avons vu en 2006, où un président sortant charge son challenger qui était Bemba, il a voulu les tuer, tout le monde le sait, il a tué les gens dans la ville, il a répété son forfait en mars 2007. Il va le faire pour celui qui pourra avoir beaucoup de voix. Et nous ne voulons pas de violence. On en a eu suffisamment. Les gens sont morts, ils sont nombreux, plus de 5 millions. Il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Alors c'est pour cela que nous n'allons pas, moi je ne crois pas ni une, je sais pas, il y a un climat apaisé, une certaine paix après l'élection présidentielle de 2011. Il n'y en aura pas, il y aura encore d'autres violences. C'est pour ça que nous disons élection oui, mais pas avec le président sortant. Mme Landou, durant votre séjour à Kinshasa, avez-vous eu des contacts avec d'autres hommes politiques? Oui, j'ai commencé par rencontrer le colonel Moussengo. C'était le 30 juillet. Il est venu dans notre paroisse, Mongafula, paroisse Noé, où il a reçu la confirmation des enfants de cette paroisse. En dehors de lui, j'ai eu à appeler M. Fayoulou pour Martin, pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il y a. Je voulais avoir le rapport sur la situation politique de l'opposition. J'ai échangé avec lui au téléphone, je ne l'ai pas rencontré, c'est au téléphone. Alors, il m'avait dit qu'il y avait un courrier, une lettre ouverte à Kabila. Et il m'a donné la teneur de la lettre. Et j'ai pensé que c'était intéressant pour nous de signer cette lettre-là. Le secrétaire général adjoint ad intérim de Congo-Pax a été signé cette lettre-là qui va bientôt sortir. J'ai appelé Maître Kamanda,
que j'ai voulu rencontrer le 3 août. Mais j'ai dû annuler cette rencontre pour raison de sécurité. Un commandant de mort a été largué à ma trousse. Et les bonnes volontés m'ont demandé de quitter et la maison et la ville de Kinshasa ces jours-là. Et j'ai quitté, et voilà, je suis rentré ces jours-là. Je suis arrivé en Belgique le 4 août. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et votre dernier mot? C'est inviter les Congolais à être beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sages en même temps. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu, moi je n'ai qu'un Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ, ne nous a pas créés esclaves d'un être humain. Il nous a créés libres comme n'importe qui. Nous devons arracher notre liberté. Ayons la crainte de Dieu, oui, mais pas la crainte d'un être humain. L'être humain, nous devons le respecter. Donc nous devons arracher notre liberté. Nous avons un destin commun que nous devons arracher, et pour que nous soyons libres, nous devons absolument agir, nous battre comme tous les autres peuples du monde libre, le peuple belge, ou le peuple français, ou le peuple anglais, ou maintenant, récemment, dans les pays arabes, on a eu la Tunisie, on a eu l'Égypte, maintenant en Syrie les gens se battent. Nous devons nous battre, on ne doit pas s'asseoir. Le destin d'un pays, pour qu'il soit serein, il n'y a rien à faire, il faut des sacrifices. Lèvons-nous pour arracher notre terre, pour que nos enfants un jour puissent vivre libres et heureux sur notre terre, parce que c'est une terre qui produit du lait et du miel. Je vous remercie.